Начиная такую запись, пожалуй, что дневник. Prokofiev a toujours écrit. C'était sa mère qui lui avait conseillé de noter ses pensées. Pendant les nombreuses années au cours desquelles il a voyagé, il a accumulé toute une collection de petits carnets dans lesquels il prenait des notes en sténo, en omettant les voyelles. Il a pris énormément de notes sur sa vie, son travail, mais avant tout sur la perception qu'il avait des autres. Впервые я дневник увидел в архиве, куда он пришел из американского сейфа после смерти Прокофьева. И я сразу начал его переписывать, причем вручную. И, конечно, в первую очередь заслуга отца, который все это расшифровал, вставил все гласные. Son journal constitue un remarquable tableau encyclopédique du modernisme. Il retrace l'histoire de la musique moderne. C'est l'une des plus importantes publications de toute l'histoire de la musique. He was maybe the most influential composer of 20th century for piano. He was a fundamental force in music. I think he was an all-around genius. À 6 heures, je suis monté sur le pont. Nous étions dans la baie de San Francisco. Comme le brouillard se levait, une magnifique vue du port est apparue. C'est le pays du bien-être, des dollars en or, et où tout est toujours all right. Maintenant que je suis là, je dois conquérir l'Amérique. Sur l'île, nous avons dû subir un autre interrogatoire. Montrer nos papiers, nos lettres, etc. Ils craignaient la venue d'espions allemands ou de bolcheviks venus de Russie. À 10 heures, ils m'ont emmené dans une autre pièce et m'ont questionné pendant 1 heure. Pendant la guerre, avez-vous sympathisé avec les Alliés? Oui. Sympathisez-vous avec les bolcheviks? Non. Où est votre père? Dans la tombe. A-t-il fait la guerre? Non. Pourquoi? Parce qu'il était mort. Êtes-vous membre d'une quelconque société? Oui. La Société des échecs de Pétrograd. D'un parti politique? Non. Pourquoi? Parce que j'estime qu'un artiste doit se placer au-delà de la politique. Avez-vous été en prison? Oui, dans la vôtre. Ils voulaient savoir pourquoi je n'avais que $100. Mais finalement, ils m'ont laissé passer. Dès qu'il est arrivé aux États-Unis, il a essayé de jouer le plus possible. C'était d'un dur combat. Il est resté sans le sou pendant très longtemps. Et pendant les 5-6 premiers mois, il n'avait qu'une seule idée en tête, rentrer en Russie. Ses premiers récitals à New York et à Brooklyn étaient ses seules sources de revenus. Dans son journal, il exprime son anxiété, son insécurité. À propos de son premier grand récital à New York, à l'Aeolian Hall, il écrit « Que se passera-t-il si j'échoue? Comment pourrais-je m'en remettre? Que se passera-t-il si j'ai du succès ?» J'ai été bissé 10 fois à l'entracte et 8 fois à la fin. 50 personnes m'ont pratiquement arraché les mains en me les serrant. Le succès a dépassé toutes mes attentes. Я думаю, что обращение к концертной деятельности было в тот период
достаточно естественным и типическим. Вспомним Рахманинова, который выехал за рубеж и исполнительской деятельностью создавал себе имя. Aujourd'hui, j'ai eu 2 répétitions et un concert à Carnegie Hall. La salle était comble. Le concert s'est bien passé. J'ai été rappelé pour plusieurs bis. De nombreuses personnes m'ont félicité de ce succès. Les principaux journaux ont fait preuve de dédain. Ils refusent de comprendre. Ils sont bornés et ignorants. Il avait une personnalité agaçante. C'était un personnage difficile. Je pense que c'était un être impatient, impétueux. Il avait énormément de relations, mais très peu d'amis. Son talent attirait beaucoup de gens. De ce fait, il avait de très nombreux admirateurs. Prokofiev voulait être aimé. Il avait un terrible besoin d'être apprécié et aimé, surtout par les femmes. Un film dont Dagmar est la vedette a été projeté au cinéma. C'est terriblement grisant de voir Dagmar, que je connais si bien, à l'écran. Elle est loin d'être une mauvaise actrice. Sur le plan personnel, il lui a fallu un certain temps. Il avait besoin de mûrir en quelque sorte. Et ensuite, au New Jersey, à New York, il a rencontré cette actrice, Stella Adler, dont il a été très épris. Elle était élégante, mince et gracieuse. Elle avait un visage ravissant et d'épais cheveux blonds foncés. Et elle était douce et pleine de rêves. Quand il a rencontré Lina Cordina lors d'un récital, ils ont d'abord eu une relation très innocente et naïve, qui s'est peu à peu transformée en une grande histoire d'amour. Linette est la femme que je cherchais. J'ai le sentiment que depuis très longtemps, personne ne m'a aimé autant que cette douce jeune femme. Mais je dirais que c'était un solitaire. Son journal exprime une profonde solitude. Parfois, je marche dans Central Park, au cœur de New York. Je regarde les gratte-ciel qui l'entourent, tout en pensant aux orchestres indifférents à ma musique et aux critiques qui rejettent en bloc tout ce qui est nouveau. Suis-je arrivé trop tôt? L'Amérique est-elle trop jeune pour comprendre une nouvelle musique? Dois-je rentrer à la maison? Mais comment le pourrais-je, alors que j'ai encore les mains vides? Aujourd'hui, je n'ai que 13 cents en poche. Pour tout petit déjeuner, j'ai pris un café. Tout le monde ignore mes difficultés financières. J'ai rencontré le directeur de la société de piano mécanique, Duo Art. Leurs pianos reproduisent à la perfection les moindres nuances de l'interprétation et le style de l'interprète. Prokofiev was wooed by the Aeolian Company as one of the new young generation of pianistic giants, and he started to make his roles in 1919 for the Duo Art Company. Prokofiev needed some way of ensuring a decent living. His contract gave him $1,250 a year for recording 5 roles, and that was a reasonable sum of money in those days. Et joué 2 morceaux pour Duo Art.
J'étais un peu angoissé car j'ai réalisé la responsabilité que représentait le fait d'interpréter mes propres compositions. Dans 50 ans, en les écoutant, les gens diront « Ah, c'est de cette façon-là qu'il jouait ?» Quand j'ai lu pour la première fois « L'amour des trois oranges » de Carlo Gozzi, je me suis dit « C'est merveilleux. Ça peut être génial si je réécris l'histoire. » Quand je pense à la musique, elle est claire, vivante et simple. J'ai composé le prologue avec enthousiasme et je l'ai pratiquement terminé. Cet opéra a été essentiellement composé à la hâte, dans des trains. Le livret a été écrit sur du papier à en-tête d'hôtel. C'est une histoire étonnante. Ai composé 7 pages des oranges. Puis me suis senti fatigué. Ce n'est pas suffisant. Il m'en faut au moins 10. Aujourd'hui, j'ai dû me faire arracher 3 dents. Ma dentition doit être entièrement refaite. Ici, ils utilisent un gaz qui endort pendant quelques minutes. Comment cela va-t-il se passer? Vais-je disparaître? Ensuite, ma mémoire a perdu tout son pouvoir. Et mes sens ont pris une forme géométrique. Je ne comprenais plus qu'on était en train de m'arracher des dents. J'ai vu d'énormes pierres grinçantes. Ensuite, j'ai commencé à reprendre conscience. Le dentiste m'a dit « crachez ». Exactement ce que Truffaldino dit au prince dans Les Trois Oranges. Dans toute la Russie, les plaintes des victimes, le carnage. Je crains de perdre de nombreux amis ces jours-ci. Famine, typhus, perquisition arbitraire, trahison. Mon ami Demichinsky avait peut-être raison quand il disait que j'essayais d'échapper à l'histoire. Je vais rentrer dans une Russie exsangue qui ne me comprendra pas parce qu'elle pensera et sentira différemment. Je pense que son séjour aux États-Unis peut être résumé par ce qu'il a lui-même qualifié de frustration d'être arrivé trop tôt. Le grand art musical s'est épanoui aux États-Unis dans les années 30. Lui, il est arrivé à la fin des années 10. Il est allé à Chicago et il a eu la chance de voir ce somptueux opéra mis en scène. Campanini, le directeur artistique, a tranché en faveur des oranges, ce qui m'a comblé de joie. J'approche de la fin du premier acte. Je suis en proie à toutes sortes d'émotions. Le désir de composer associé à la pensée qu'il n'y aura peut-être pas de contrat. Qu'ils m'ont tout bonnement menti. Ai rendu visite à Campanini qui ne se sentait pas bien. Il était alité. Nous avons choisi les chanteurs. Je n'en connaissais aucun. Et commencé les arrangements du troisième acte. Je pense que je n'aurai pas terminé d'ici le 1er octobre. J'ai les yeux fatigués, mais je travaille pratiquement tous les jours.
Campanini vient de mourir. C'est une grande perte pour l'Opéra de Chicago. Et pour moi. Car personne ne sait dans quel sens le vent va souffler maintenant qu'il est mort. Il n'a été monté que 2 ans plus tard. Il l'a été d'une façon qui, en un certain sens, l'a étonné. Il fut déçu par l'acoustique de la salle. Mais en même temps, étant un jeune compositeur, il s'étonna d'avoir pu mener tout ça à bien. Ça a été sa première grande réussite aux États-Unis en tant que compositeur d'opéra. Ce qui, pour Prokofiev, signifiait tout, car il ne voulait composer que des opéras. Et ensuite, il a disparu de l'affiche. 2 ou 3 représentations et ça a été fini. Il est allé à New York. Il est évident que l'opéra ne sera pas rejoué. La saison se termine dans 1 semaine. Apparemment, l'attaque rangée de la presse a anéanti le succès des 3 Oranges. Я не думаю, что он сомневался в том, что он написал. Я думаю, что он больше переживал от того, что это не было понято другими. Я думаю, что это все-таки судьба почти всякого новатора. Всегда конфликт. Il était très impatient. Alors les mauvaises critiques, le sentiment d'être joué dans un désert culturel, dans un opéra de province, tout ça a commencé à le ronger. Il voulait être un grand, mais pas un grand dans une cour de petits de province. En un certain sens, l'idée de retourner à Paris et de travailler avec Diaghilev, de tenter à nouveau sa chance là-bas, est devenue irrésistible. À cette époque-là, Paris était le centre culturel du monde occidental. De plus, c'était le creuset artistique de tous ceux qui avaient quitté la Russie. C'était un peu comme une seconde patrie. Il avait reçu de nombreuses nouvelles de sa mère. Il avait utilisé le peu d'argent qu'il avait gagné pour lui acheter un visa. Quand je suis arrivé à l'entrepont, elle regardait au loin et ne m'a pas vu. Je ne savais donc pas si elle était totalement aveugle ou si elle y voyait encore un peu. Elle était très mince et frêle, mais nos retrouvailles ont été très heureuses. Il avait ce ballet, Chut, le bouffon, qu'il avait écrit pour Diaghilev et qui n'avait pas encore été représenté. Il a passé tout l'été 1920 à le remanier. Diaghilev a fait son apparition. Comme à l'accoutumée, il a surgi de nulle part, a écouté Chut, a approuvé les modifications, m'a donné 3000 francs et a de nouveau disparu. Stravinsky m'a joué son nouveau quartet. Très intéressant, bien que plein de grincements, comme toujours. Je lui ai joué Chut, il l'a aimé. Les critiques ont été bonnes. Grand succès parmi les musiciens. Extraordinaire. Ravel a dit « c'est l'œuvre d'un génie ». Les 6 étaient bouleversés, bien que Chut leur ait fait beaucoup de peine. Stravinsky a déclaré que c'était la seule composition moderne qu'il ait du plaisir à écouter. L'un des grands mythes du modernisme veut que Prokofiev et Stravinsky aient été en mauvais termes. Quand on lit le journal de Prokofiev, on voit qu'ils étaient très proches. Ils échangeaient leurs partitions, les jouaient ensemble, se taquinaient, se parodiaient mutuellement. Stravinsky aime ma musique et me considère comme le seul compositeur russe. Après lui, bien entendu.
Il s'est mis à fréquenter tous les salons à la mode, mais jamais, au grand jamais, il n'en a fait partie. Il n'a jamais adopté leurs valeurs esthétiques. Prokofiev voulait être différent de tous les autres. Il a fréquenté en de nombreuses occasions le salon de la princesse de Polignac, mais il n'a jamais rien fait de significatif avec elle. La princesse manifeste un grand intérêt pour la musique. Elle a commandé des œuvres à Stravinsky, Ravel, Defallia, et elle paie bien. Sa maison est merveilleuse. Après le petit déjeuner, j'ai joué certaines visions fugitives. Elle connaissait déjà mes compositions. Поначалу к Прокофьеву был, по-моему, большой интерес, но, к сожалению, парижская музыкальная жизнь очень сложная, полна интриг, протекционизма и все такое. И у меня впечатление, что ему очень трудно было лавировать, хотя он и общался с «шестеркой», у них были дружеские отношения с Пуленком. Étal est une petite ville bâtie autour d'un monastère. La vallée est coincée entre les montagnes. Lorsque nous sommes arrivés à Étal, il neigeait abondamment. J'ai été frappé par la vue qui m'a semblé futuriste. Un mois plus tard, ma mère m'a rejoint. Linette, mon petit oiseau, n'est arrivée qu'en août. Elle était encore plus belle que jamais. J'étais très heureux qu'elle vienne. La vie à la Villa Christophorus est devenue beaucoup plus gaie. Il est revenu à Paris marié. À l'époque, il n'espérait ni ne pensait plus rentrer en Russie. Il avait compris que s'il voulait être connu, que s'il voulait faire une carrière brillante, c'est à Paris qu'il devait résider. Il devait vivre dans la même ville que Koussevitzky et Diaghilev, car ils étaient ses deux mécènes. Son journal nous révèle un détail intéressant quant à sa vie parisienne. Il composait chez lui et il devait déménager sans cesse à cause du bruit. Il était littéralement chassé d'un appartement à l'autre. Il vivait avec ses deux enfants et travaillait son piano. À la fin de chaque composition, on lui disait « Tais-toi ou va-t'en ». Je pense qu'il se sentait très isolé. Il est arrivé en France avec de grands espoirs, une grande énergie et le profond désir d'être joué et aimé. Dès ce moment-là, il est entré dans une période de doute. 1924 est, à mon avis, une année clé dans son évolution. C'est l'époque où il essaie un nouveau langage dans son quintet ou son ballet trapèze, de même que dans sa symphonie numéro 2. En 1924, la France ayant reconnu l'URSS, une ambassade soviétique s'est établie à Paris. C'est à cette époque-là que Prokofiev s'est précipité pour obtenir un passeport soviétique. Et à cette même époque, sa mère est morte. Sa mère a été toute sa vie l'élément indispensable à son équilibre. Quand l'ambassade soviétique a ouvert à Paris, elle est devenue son salon.
Il y était invité à de très nombreuses réceptions. Dès ce moment-là, il a été sollicité par un très grand nombre de personnalités soviétiques pour qu'il rentre en URSS, pour qu'il compose pour eux. Ils ont manifesté une très grande attention à son égard. Krasine m'a dit « Sergueï Sergueïevitch, vous devez venir à Moscou. J'ai une proposition à vous faire. » Mais je n'ai pas pu accepter cette invitation. Accepter signifie adhérer au bolchevisme. Et ensuite, je pourrais dire adieu à mon travail dans les pays bourgeois. Sans parler du fait que toute implication politique est, à mes yeux, répugnante. Prokofiev était un personnage étonnant pour qui composer était un besoin physiologique. Mais chacun doit choisir à quoi il doit adhérer ou renoncer en termes de langage. Pourquoi suis-je à ce point troublé? C'est sans doute à cause de l'association entre Stravinsky, Auric et Poulenc. C'est une chose qui m'échappe totalement. De même que l'obsession de Diaghilev pour ces jeunes compositeurs. Et son refus soudain d'avoir affaire avec moi. Je n'aime pas ce qu'ils font. Et mon attitude envers eux est franchement hostile. Prokofiev était un individu extrêmement direct. Quand il voulait dire ce qu'il pensait aux gens, il le faisait. Et très souvent, d'une façon qui n'était pas la plus heureuse pour lui. J'ai quitté la Russie en 1918. J'ai passé 4 saisons en Amérique. J'y ai connu des échecs et des succès. Mais le principal événement a été la création des 3 Oranges. À la suite de quoi, les critiques ont écrit que, premièrement, je n'avais pas de mélodie. Deuxièmement, que mon harmonie était mauvaise. Troisièmement, que mon contrepoint n'était pas bon. Et quatrièmement, qu'il n'y avait pas là la moindre musique. Ensuite, je suis allé en Europe où j'ai passé 4 saisons. La pièce principale que j'y ai écrite a été ma symphonie numéro 2. Mais les critiques ont dit que, premièrement, elle manquait totalement de mélodie. Deuxièmement, que l'harmonie était terrible. Troisièmement, que le contrepoint était totalement incompréhensible. Et quatrièmement, qu'il n'y avait là pas la moindre musique. Diaghilev envisageait de partir en tournée, d'emmener sa troupe en Union soviétique. C'est Diaghilev qui, à l'origine, a eu l'idée d'une création qui traduirait la nouvelle expérience soviétique. Diaghilev m'a dit « Je veux que tu écrives un ballet russe moderne. » Sur les bolcheviks? Oui. Honnêtement, j'étais à milieu de cette idée. Mais j'ai immédiatement pensé qu'on pouvait faire quelque chose. C'est un sujet extrêmement délicat. Prokofiev était très réticent. Il a déclaré « Comment moi, un Russe qui vit à l'étranger et qui n'a jamais connu l'époque soviétique, pourrais-je écrire une musique qui décrive la vie soviétique ?» Il lui a fallu un certain temps avant de se faire à l'idée de composer cette musique. Dès qu'il a commencé, comme toujours avec Prokofiev, le processus créatif a été très rapide. Il bouillonnait d'idées. À 14h, Yakoulov est arrivé. Nous nous sommes mis au travail sur le livret. Tout d'abord, j'ai insisté pour que l'action se situe dans une gare. Ensuite, j'ai eu l'inspiration et le premier acte a rapidement pris forme. Yakoulov a conçu le ballet de A à Z. Il en avait une conception très organique. Il a non seulement créé le décor, mais aussi les costumes.
Nous avons décidé d'en faire la reconstitution pour différentes raisons. D'un point de vue musical, c'est une partition remarquable. Elle présente tous les aspects du discours musical de Prokofiev. Le grotesque, le lyrique, le profond, le trivial. C'est une composition très inspirée. Ça a été l'une des plus grandes réalisations des saisons russes de Diaghilev. Et néanmoins, il n'en est rien resté. Au deuxième acte, le décor a été modifié. La vitesse s'est emparée de l'usine, les machines sont en action, les marteaux martèlent. J'ai été heureux que personne n'ait réussi à comprendre si c'était pro-bolchevique ou anti-bolchevique. C'était exactement le but recherché. C'est une partition magnifique. C'est le premier exercice de Prokofiev dans ce qui va devenir son style mélodique soviétique. Il y a peut-être eu des sifflements de la part des opposants politiques, mais je n'en ai entendu aucun. J'ai été rappelé 4 fois sur scène. C'est un grand succès. Ça a coïncidé avec son premier retour en Russie en janvier 1927. Le but de ce voyage était en fait d'essayer de trouver sa place, non pas en devenant un compositeur soviétique ou en adhérant à ses idées politiques, mais en considérant le défi que posait la musique soviétique comme une espèce de commande. Meyerhold et moi avons parlé de Moscou, de la nécessité pour moi d'aller là-bas, du fait que si j'ai peur de circuler dans Moscou, il me donnera 2 communistes comme garde du corps. Des gardes du corps plus dévoués au théâtre qu'au communisme. Bien qu'il m'ait fait miroiter toutes sortes de succès, ça n'en demeure pas moins un voyage au royaume de l'inconnu, qui ces dernières années a engendré tant de terreur et de violence. Ce matin, ils nous ont filmés pendant la répétition. Ils m'ont obligé à jouer un morceau pour lequel mes mains devaient bouger à toute vitesse. J'ai quitté Moscou depuis 10 ans. Je veux me concentrer et jouer de mon mieux. Mais mes émotions ne m'aident pas dans cette tâche. Je joue nerveusement. Le succès a sans doute surpassé tout ce que j'avais pu connaître jusque-là. Les spectateurs étaient tous debout et hurlaient comme des fous. Прием королевский, абсолютно, просто, который может, в общем, действительно затуманить взор любому. То есть можно подумать, что действительно тебя только и ждут. И он возвращается назад, в Париж, а здесь, в общем-то, ничего не изменилось по отношению к нему.
Les années que Prokofiev a passées en Occident ont été des années de récital. Je ne connais aucun autre compositeur du début du XXe siècle qui ait autant voyagé que lui. Il voyageait parce qu'il gagnait sa vie en tant qu'interprète. Dans le train, j'ai pensé au destin de l'opéra. Diaghilev et Stravinsky hurlent « Fini l'opéra! Nous devons arrêter d'écrire dans un style déclamatoire. » Il ne fait aucun doute pour moi que c'est totalement absurde. Il était pris au piège de la création. La seule chose qu'il réussissait à faire était des ballets. Mais ce n'était pas ce dont il était fier. Il adorait l'opéra, et pourtant, ce n'était pas son élément naturel. Il exigeait de lui beaucoup de travail. Élu avec un grand intérêt l'Ange de feu. L'élu et relu et y réfléchit. L'opéra pourrait être très attachant et très puissant. Prokofiev a eu l'idée de l'Ange de feu par hasard aux États-Unis. Il a trouvé un roman de Valéry Brioussov, l'un des chefs de file du mouvement symboliste, et dont l'action se situe à Cologne pendant la Renaissance. Il a pour sujet le destin et l'incarcération d'une hystérique considérée comme une sorcière. Il traite de l'éventuelle réalité du surnaturel et de la relation entre notre monde et un autre. Et travailler sur l'Ange de feu, la scène d'hystérie de Renata. L'Ange de feu tient une place exceptionnelle dans l'œuvre de Prokofiev. Ce n'est pas une commande. Il a lui-même décidé d'écrire cet opéra. Relativement peu de grands artistes sont aussi des scientistes. C'était une ferveur scientiste. C'est Lina, sa femme, qui a rencontré un adepte du scientisme et qui l'a emmené chez cette personne à Paris. Et Prokofiev s'est mis à découvrir une science qui allait lui permettre de contrôler ce qu'il appelait la part la plus sombre de lui-même. Les sentiments positifs associés au scientisme contredisaient tout ce dont traitait cet opéra. Diabolisme, magie noire, etc. Il a réalisé que plus il devenait un fervent adepte du scientisme, plus ce qu'il créait était sacrilège, souillé par le péché. Pourquoi suis-je en train d'écrire cette œuvre? Quelle est la solution? Jeter l'Ange de feu dans le poêle? C'est sans doute ce qui faisait le génie de Gogol. Il a osé jeter la seconde partie des âmes mortes au feu. J'en ai parlé à Lina, mais elle m'a conseillé de ne rien faire qui soit irrévocable. Ça a bien sûr été une décision douloureuse, mais je l'ai prise. Car j'étais incapable d'atteindre les sommets inatteignables de Gogol. Vient de finir la scène entre Méphistophélès et Ruprecht. Ce qui compte, c'est que le premier jet soit terminé.
Il a essayé de nombreuses fois de faire monter son opéra. Il y avait mis une telle énergie. Il était fier de la ligne vocale de son personnage principal. Il a réussi, au bout de quelques temps, à dissocier son côté pécheur de sa foi. Mais le fait que 8 ans plus tard, il n'avait toujours pas été joué, a été l'une des raisons de son retour dans la sphère soviétique. Les Russes qui vivaient à Paris étaient divisés en deux groupes. Il y avait d'un côté ceux qui avaient intégré la société française, Stravinsky par exemple, avait pris la nationalité française, et de l'autre l'immigration russe, les émigrés. Je pense que c'est vers 1924 qu'il a écrit dans son journal « Si j'étais obligé de choisir entre les émigrés à Paris et les Russes en Russie, c'est la Russie que je choisirais. » J'ai pensé à la Russie et j'ai ressenti un terrible besoin d'y aller. Vraiment. Pourquoi diable suis-je ici et non pas là-bas, où les gens m'attendent et où tout est beaucoup plus intéressant pour moi? Le scientisme m'a tranquillisé. Ce n'est ni le lieu ni l'environnement qui font le bonheur. Le royaume de Dieu est en nous-mêmes. Mais ce processus s'est passé par étapes. Il y avait l'idée d'une attraction fatale, presque mystique, si on croit en de telles choses. Car si son premier voyage a été un grand succès, ça n'a pas été le cas de celui de 1929. Il est allé en Union soviétique en espérant y voir plusieurs de ses œuvres montées, dont son ballet soviétique Le Pas d'acier, mais il a été reçu avec beaucoup d'hostilité par les organisations musicales prolétariennes. Mon ami Miaskovski m'a écrit. Tu vas venir ici? Pourquoi? Nos idéologues pensent que ta musique est nuisible pour les travailleurs, ou dans le meilleur des cas, qu'elle leur est étrangère. Il était parfaitement conscient de la face cachée. Il savait que des gens mouraient, perdaient leur travail, étaient arrêtés, disparaissaient. Il savait tout cela. Il se considérait en un certain sens comme étant au-dessus de tout ça, une célébrité intouchable. La soprano Kubatskaya m'a dit que Staline a assisté à l'un de mes concerts. Et qu'ensuite il a dit, non sans fierté, « Notre Prokofiev ». Excellent. Maintenant, je peux aller en Russie sans la moindre crainte. Я думаю, что ошибка в том, что он поверил. А поверил он потому, что он был человеком, который... он был далек от политики. А родной стране было крайне выгодно, чтобы он был дома. Стравинского нет, Рахманинова нет, а вот Прокофьев зато у нас. И вот и все. И он не понял этого. En 1931, 1932 et pendant toutes les années qui ont suivi, le régime soviétique a tout tenté, par l'intermédiaire d'artistes, d'écrivains et d'autres compositeurs, pour le faire revenir. В этом доме на Rue Valentin-Huy мы жили до начала переезда в Москву. У нас там было 5 комнат, гостиная со столовой, кабинет отца, спальня родителей и детская, где мы с братом Олегом жили. Не было заметно никакой грусти, он давно мечтал об этом, вернуться домой, как он говорил, где кругом говорят по-русски, где жили его друзья, где его понимает, ему казалось, лучше, чем во Франции. L'enregistrement de ma chanson est prévu pour le 5. L'empereur Pavel n'a aucune oreille. Le réalisateur m'a demandé de chanter. Pavel fera semblant de chanter.
частый мой верен, по той дорожке мне к батюшке ехать. Ensuite, Lina a essayé. Ему было обещано много, и что он сможет ездить с гастролями. Только один раз он смог съездить, и все, больше он не был за границей, хоть его и приглашали. Ловушка-то была захлопнута сразу и навсегда. Он понял, что нельзя с собой дневника брать в таком виде, в котором он его писал, потому что он в нем писал все, что думал. Je pense qu'il a réalisé qu'il était incapable de s'intégrer à une autre culture. Il était trop russe pour ça. Он где-то и пишет, и вот мое кругосветное путешествие наконец завершилось. То есть он не уезжал, он вернулся домой. И мне кажется, что дальше, а вот дальше можно уже говорить о том, что за 18 лет дом настолько изменился, и настолько изменился не только дом, но и люди, которые в этом доме живут, что он их не узнал, а они его тоже не приняли. То есть принять-то приняли, но отнеслись они к нему как к чужому в какой-то степени.